Et salut tout le monde, bienvenue dans Fighters, le podcast d'un amateur de sport de combat pour les amateurs de sport de combat. À la carte d'aujourd'hui, on parlera de la carte UFC Rio qui a eu lieu ce samedi soir à Rio donc. Les amis, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser une petite note 5 étoiles sur Spotify si vous écoutez sur Spotify ou à partager le podcast, que ce soit sur Deezer, sur Apple Podcast, à vos amis, à vos familles qui aiment les sports de combat. Ça fait déjà quelques épisodes qu'on a enregistrés, donc ça fait plaisir de voir qu'il y a toujours des personnes qui écoutent, bien sûr. On essaie de faire grandir ce podcast et à rester le plus régulier possible. Donc essayez voilà, de soutenir ce podcast si vous pouvez et ça fera toujours plaisir. Merci les mecs. Et avant de partir sur cette carte, eh bien, on va quand même parler d'une annonce qui a été faite cette semaine très très importante. Le combat de Benoît Saint-Denis face à Benil Dariush. Alors c'est un combat qui est quand même plutôt intéressant. Je vous rappelle que Benoît Saint-Denis avait call out Charles Oliveira. Il a bien fait de ne pas prendre ce combat puisque on en reparlera bien sûr aujourd'hui, mais Charles Oliveira a gagné par soumission au deuxième round face à Mateusz Gamrot. Donc il a bien fait de ne pas prendre ce combat. Ça ne veut pas dire qu'il aurait forcément perdu Benoît, mais en tout cas là on a vu un Charles quand même plutôt pas mal. On en parlera bien sûr dans cet épisode. Juste donc le combat de Dariush contre Benoît Saint-Denis, ça sera le 15 novembre au Madison Square Garden. Madison Square Garden, bien sûr, la grande salle à New York. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans de cela, il me semble, c'était là où Benoît Saint-Denis avait mis KO Matt Frevola par un high kick magnifique. C'était à l'époque où Benoît Saint-Denis était encore avec son coach Daniel Warin. Donc voilà, ça sera le 15 novembre au Madison Square Garden. Donc je vous rappelle que Benoît Saint-Denis il est numéro 13 du classement des lightweight, tandis que Benil Dariush est numéro 9. Donc ça va être un combat qui est plutôt intéressant. J'ai hâte de voir ça, puisque on a vu quand même un excellent Benoît Saint-Denis lors de son dernier combat face à Mauricio Ruffi. Donc là, face à Dariush, c'est quand même un step au-dessus. Parce que Ruffi, c'était quelqu'un qui était très très fort debout. Un excellent striking, très vif, très précis et varié. Mais là, Benil Dariush, il frappe très fort, mais c'est surtout un gros sol. Donc on a envie de voir quelqu'un qui a un gros sol face à Benoît Saint-Denis qui a un gros sol, bien sûr. On peut peut-être imaginer si Benoît Saint-Denis gagne ce combat face à Dariush, peut-être un combat contre Gamrot, ça sera dans la logique des choses, puisque je vous rappelle qu'il y a quelques mois de cela, aux alentours de juin, on parlait hypothétiquement d'un combat de Benoît Saint-Denis contre Mateusz Gamrot. Mateusz Gamrot avec call-out BSD et tout. Donc on partirait plutôt sur un combat contre Gamrot. Finalement, ça ne s'est pas fait. Gamrot a pris le short notice contre Oliveira et Dariush, et Saint-Denis BSD a pris le combat face à Dariush. Donc peut-être que ces deux combattants vont se croiser, BSD et Mateusz Gamrot. En tout cas, ça peut être intéressant. Donc c'était pour la petite annonce. Bien sûr, la deuxième annonce, mais bon, ça fait déjà quelques mois que c'est annoncé. Mais dans 2 semaines, on va retrouver le combat de Cyril Gane contre Tom Aspinall pour la ceinture des poids lourds. Alors ça les amis, ça va être quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est dans 2 semaines de ça. On a hâte, hâte, hâte de voir ce combat bien sûr. Alors mon pronostic, c'est un peu compliqué. Moi, je vois quand même Gann devant. Pour moi, il est un peu meilleur. Je vous rappelle quand même que ce combat, c'est le 25 octobre. Donc ça va être quand même un énorme combat. C'est à Abu Dhabi. Euh, donc franchement, voilà, ça va être un énorme combat. Thomas Spinal contre Gann. Les deux, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas combattu. Enfin, Gann, il avait combattu, il me semble. Ça fait quand même quelques temps, hein. Son dernier combat, il me semble que c'était face à Volkov. Donc ouais, ça fait quelques temps. Aspinal, son combat, c'est son dernier combat. Franchement, je ne m'en rappelle plus, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'était Curtis Blade quand même, je crois. Donc ça fait très très longtemps aussi. Pour moi, Gann a bien sûr un meilleur striking que Aspinall, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Beaucoup plus aérien. Son passif de Muay Thai fait qu'il a un bon clinch, des bons coups, des bons genoux, très très rapide. Enfin, franchement, c'est peut-être un des meilleurs strike. Enfin, peut-être pas un des meilleurs striking. Bah, si, c'est un des meilleurs striking de la catégorie des heavyweights. Ça, c'est clair. Vraiment très précis, très rapide, très varié. Aspinal, on va dire qu'il est quand même moins varié. Par contre, il est très rapide sur les points. On a vu des grosses combinaisons qu'il a balancées face à des anciens adversaires, comme Pavlovic. Je vous rappelle son crochet avant qui touche le haut du crâne de Pavlovic, là très très rapide. Son 1-2 face à Curtis Blade qui arrive, bam, et qui fait tomber Curtis Blade. Franchement, bonne anglaise de Aspinall. Quand je dis bonne anglaise, c'est bonne anglaise de MMA, bien sûr, hein. N'attendez pas une anglaise d'anglaise en MMA pour Aspinall. C'est vraiment juste des points rapides, des points précis. Si on parle vraiment de combattants qui utilisent une bonne anglaise en MMA,
Là on pourra parler de Topuria, de Dustin. Pour moi, Holloway, c'est pas vraiment un bon boxeur. Les gens aiment bien le catégoriser bon boxeur. Je m'éparpille un peu, mais on parle, tant mieux. Pour moi, Holloway, c'est pas un bon boxeur de boxe anglaise. En fait, il fait des bonnes combinaisons de points. Il est rapide, mais après, sinon, c'est pas de l'anglaise orthodoxe, quoi. C'est pas de l'anglaise vraiment qu'on apprend. Où là, par contre, pour le coup, là, on a vraiment des mouvements de buste, on a des bons jabs. Holloway, il n'a pas cette anglaise-là. Donc, si on parle vraiment d'anglaise scolaire, il n'y en a pas beaucoup à l'UFC qui ont une anglaise vraiment très très scolaire. Et Aspinall, bien sûr, n'en fait pas partie. Mais par contre, il fait partie des gens qui ont quand même une anglaise, des points très rapides, très précis, surtout pour la catégorie des heavyweights. Ça, on en parlera en temps voulu, hein, donc c'est dans 2 semaines. Et donc, on va pouvoir maintenant se caler sur la carte de l'UFC Rio. On va partir du main event jusqu'au dernier combat de la main card. Pour commencer, bien sûr, on va donc parler du retour de Charles Oliveira depuis sa défaite face à Ilia Topuria il y a quelques mois de cela pour la ceinture des lightweight. Alors, Oliveira a donc gagné par soumission au deuxième round face à Mateusz Gamrot. Il me semble qu'au début, Oliveira devait prendre Rafael Fiziev. Je m'en rappelle plus, mais il me semble que c'était ça. Finalement, du coup, Rafael Fiziev s'est blessé. Rafael Fiziev a beaucoup de blessures, malheureusement. C'est dommage parce que c'est un fighter que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'il se blesse très très souvent, malheureusement. Donc ce combat avait beaucoup de promesses. On voulait savoir si Oliveira était encore de course, sachant qu'il s'était pris quand même un gros KO face à Ilia Topuria. On voulait le voir dans la cage pour savoir si ce KO avait laissé des séquelles, s'il était toujours là. Ce combat nous a montré finalement que oui, il était encore là, que son sol, pas du tout, enfin que son sol était encore là bien sûr, que même au striking, il a pris quand même des petites pêches, hein, de Mateusz Gamrot, mais Mateusz Gamrot ne frappe pas très très fort. Donc ça va. On a vu que bon, il n'a pas eu l'air d'être très éméché par ces coups-là, mais il est quand même ouvert, hein. Donc attention à ses autres adversaires parce que il est quand même très très ouvert. Il doit quand même beaucoup moins casser les coups qu'avant. Donc faut faire attention. Par contre au sol, c'est juste exceptionnel, hein. Comme d'habitude, Oliveira c'est un anaconda. On n'avait pas vu ça face à Topuria parce que Topuria c'est un extraterrestre. Mais là on a vu face à Gamrot que ouais c'est vraiment dingue à quel point il change de transition. Mais ça on le savait déjà. Mais là, face à Gamrot, qui est vraiment aussi un expert au sol, on a vu à quel point il était à l'aise. C'est dingue comment il arrive à prédire les mouvements de son adversaire. Il change de position, il est tout le temps actif. Il est vraiment un anaconda, un serpent qui essaye de serrer sa proie. C'est très très agréable à voir et c'est très très flippant pour son adversaire. En tout cas, ce que j'ai noté sur le premier round, c'est que Gamrot, malgré tout, avait une bonne défense de soumission. Il ne s'est fait prendre sur aucune soumission qu'a tenté Oliveira, donc c'est quand même un bon point. Euh, Par contre, au bout de quelques secondes du combat, on avait du coup cette phase de striking avant d'aller au sol. Et là, on a vu que Gamrot touchait pas mal Oliveira, que Oliveira touchait aussi Gamrot. Mais du coup, c'est vrai que quand même, on voit que Oliveira est plutôt ouvert, qu'il y a des coups qui peuvent rentrer, surtout au corps. Mais pareil pour Gamrot. Donc, faut faire attention pour ses prochains adversaires. Après, j'imagine que, enfin, tout le monde le sait, hein, Oliveira est quand même très ouvert sur sa garde. C'est ce qui fait que c'est un combattant qui est exceptionnel. Est-ce que, pardon, il est très ouvert, mais il donne également beaucoup. Donc en tout cas voilà, sur le premier round, on sort du premier round, on voit que Gamrot a pris quand même très très cher sur les phases de sol, et on se dit qu'est-ce qui va se passer sur le deuxième round. Et bien ce qui s'est passé sur le deuxième round, et bien c'est juste une suite logique des choses. Soumission de Oliveira, striking intéressant, on a eu une phase de striking beaucoup plus longue que le round précédent. Donc pareil, Gamrot essayait de toucher, il touchait, mais par contre on a eu un Gamrot qui reculait, mais et pardon, énormément. J'en perds mes mots tellement c'était flagrant. Genre vraiment, il courait et pas mal de fois il trébuchait à croire vraiment qu'Oliveira, il faisait 3 fois sa taille et qu'il était vraiment imposant, qu'il faisait peur à Gamrot, ne serait-ce que juste sur le striking parce que ouais, Gamrot reculait beaucoup, il courait et il a perdu beaucoup de fois ses appuis tellement il courait autour de la cage. C'était assez particulier. Et après, forcément, Oliveira a réussi à soumettre Gamrot sur un étranglement arrière, hein. Donc franchement, pas grand chose à dire. Le bras n'était pas forcément sous le menton, mais très très grosse pression. Un peu comme ce qu'avait fait aussi Benoît Saint-Denis. Très très grosse pression sur le menton. Et donc après, l'adversaire lâche. Surtout qu'il y avait eu tout le précédent combat, forcément, où tu te prends des frappes, t'es fatigué, t'as une grosse pression. Donc très très intéressant ce qu'on a vu d'Oliveira ce soir. Ça donne envie pour les prochains. Donc là, on parlait plutôt peut-être d'une ceinture BMF contre Max Holloway.
Ça peut être un combat très très intéressant. Franchement, j'ai envie de vous dire, c'est un combat quand même très très intéressant parce que au sol, bah, je vois pas Holloway faire grand chose face à Oliveira, mais debout, je vois pas Oliveira faire grand chose face à Holloway. C'est-à-dire que Holloway met tellement du débit et tellement précis et met une grosse pression à Oliveira. Oliveira est tellement ouvert que franchement, ça peut être vraiment très très moche pour Oliveira. Et d'un autre côté, au sol, si ça va au sol, bah, Holloway a quand même vraiment un sol vraiment moins bon qu'Oliveira. Donc là, ça peut aller très vite aussi. Donc ça peut être un combat vraiment très très intéressant, sachant que les deux sont quand même plutôt proches d'une... Ils sont plus proches d'une fin de carrière qu'un début, clairement. Donc ça peut être un combat très très intéressant. On va parler du pire combat de la soirée, hein. Je suis désolé, il faut qu'on passe là-dessus. Mais Figueiredo versus Jackson en bantamweight, franchement c'était compliqué, hein. Je vous l'ai pas dit, mais bien sûr Oliveira contre Gamrot c'était en lightweight, hein, donc à 70 kg. Figueiredo versus Jackson c'était en bantamweight, donc en moins de 61 kg. Et là c'était un combat qui était vraiment très très pénible. Figueiredo c'est quand même une brute, normalement il met des KO, il est vraiment très très méchant. Jackson, moi j'avoue que je ne le connaissais pas, hein, il était 15e de la catégorie des bantamweight. Et franchement le premier round était annoncé un peu la couleur. Pardon, je baille. Voilà, c'est exactement ce que j'ai ressenti pendant ce combat et j'étais pas le seul. En gros, si vous voulez, Figueiredo et Jackson, c'était un combat d'attentistes. C'est-à-dire vraiment, ils attendaient tous, tous les deux attendaient que le premier mette le coup. Et du coup, bah, vu qu'ils attendaient, bah, il n'y avait aucun coup qui était lancé. Premier round, on a quand même eu un Figueiredo qui était un peu plus entreprenant. Et donc, du coup, bah, il a mis un peu plus de coups. Et pour moi, il gagne le premier round. Mais enfin, il n'y a eu aucune frappe significative. Deuxième round, pareil, les deux sont très attentistes. Jackson met un peu plus de coups, mais Figueiredo est toujours un peu plus devant, je trouve. À la fin, il se lâche un tout petit peu plus, mais aucune grosse frappe significative. Troisième round, c'est le pire, c'est-à-dire vraiment, je crois qu'il y a au moins 1 minute 30 où il se passe juste rien, il se regarde. Enfin, c'est vraiment un combat très très pénible à regarder. En fait, c'est ce qui se passe quand vous avez deux contreurs qui se regardent, qui n'osent pas. Alors après, il faut savoir, hein, bien sûr, si ils se regardent et qu'ils n'y vont pas, c'est parce que bien sûr, ils mesurent le danger de l'autre. Mais il y a un moment, les gars, il faut combattre, quoi. C'est un peu le but. Là, vraiment, ils se regardaient, ils se testaient, ils se mettaient des feintes. J'ai envie de vous dire encore sur un premier round, pourquoi pas, hein. Tu testes, tu vois ton adversaire, tu mesures un peu son degré de dangerosité. Mais au bout d'un moment, il faut un peu lâcher les chevaux parce que sinon tu tombes sur un combat comme ça très très pénible où les deux se regardent et n'osent jamais y aller. Donc c'était vraiment très très chiant à regarder. Figueiredo arrive quand même à gagner ce combat. J'ai envie de vous dire, Figueiredo encore il est un peu plus vieux, donc bon, why not. Mais Jackson il était dans la fleur de l'âge, il était sur une série je crois de 6 victoires d'affilée. Donc à un moment c'était à lui de y aller et d'essayer de gagner ce combat par KO ou juste au moins de l'emballer un peu, quoi, histoire d'avoir un peu de spectacle. Mais non, c'était pas le cas. Donc un combat vraiment très très chiant. Ensuite, on va quand même parler d'un super combat là pour le coup. C'était Vicente Luque contre Alvarez en welterweight, donc à moins de 77 kg. Là, franchement, c'était un combat qui était un peu plus intéressant, même si on a eu quand même une plus grosse domination d'un des adversaires. Là, on a eu Alvarez. Alvarez qui était beaucoup plus technique et sharp sur son striking. Je m'explique. Ce que je dis sharp, moi j'aime bien dire ce mot. Ça fait un peu prover en anglais, mais ça se dit un peu moins en français. En fait, sharp, les Anglais et les Américains disent pas mal ça. En fait, c'est avoir un striking qui est aiguisé. C'est-à-dire que on peut avoir un striking un peu mousseux, je sais pas comment dire, mais où les coups ils passent sans, bah, un peu un striking à la Gamrot qu'on a vu face à Oliveira, où voilà, les coups sont un peu moulinés, les crochets ils arrivent sans avancer, les points sont pas forcément bien verrouillés, et du coup tu frappes sans vraiment faire mal. Alors que quand on a un striking vraiment sharp, aiguisé, vraiment pointu, c'est-à-dire que le jab quand il va arriver, bah, le point il est vraiment bien fermé, et là il va faire mal. Le crochet quand il arrive, il est rapide, ferme, précis, et là il va faire mal. Et là Alvarez c'était vraiment ça, un super jab en piston. En fait, Alvarez avait une attitude vraiment très très relâchée. Et donc lorsqu'il était posé face à son adversaire, son jab, il n'avait même pas besoin de le déclencher, de faire un appel. En fait, il était directement tellement smooth, tellement détendu, qu'il partait comme ça. Blam, blam, blam. Et puis quand il le balançait, c'était pas un jab qui était relâché, il finissait comme ça, non. Il commençait détendu et il finissait vraiment très pointu, très, très dur. Et bah, il a marqué beaucoup de fois Luque sur ce combat, sur tous les rounds avec son jab. Et je pense surtout qu'il a beaucoup marqué Luque sur le premier round. C'est-à-dire que Luque a dû directement sentir un peu la dureté des coups de Alvarez et je pense que ça l'a ralenti un peu sur le reste du combat. Donc c'est ce que j'ai noté sur Alvarez.
Un striking vraiment très très dur, très précis, super jab, rapide et précis, un bon front kick qui part très rapidement aussi, un front kick à la tête. Et du coup à côté, Luque, bah, il était plus petit que Alvarez, donc il devait un peu chercher cette distance. Enfin justement, il devait casser la distance et chercher Alvarez, sauf qu'il avait du mal et il manquait beaucoup de buste. Donc face à un jab très précis et que tu as un adversaire qui manque de buste, bah, c'est un peu comme si tu essayais de viser une cible qui bouge pas. Bah, c'est très simple. Alors que si la cible elle bouge un peu de droite à gauche et tout, bah, c'est un peu plus compliqué de la viser. Sauf que bah, Luque manquait de buste et donc il se prenait souvent le jab. Et du coup, automatiquement, quand tu te prends un jab, bah, tu ne peux pas amorcer ton attaque. Imaginons que tu es là, tu as envie de lancer une attaque, tu te prends un jab avant de commencer. Et bah t'as plus envie de commencer, t'as plus envie de commencer, t'as mal et tu te dis putain il m'a contré et c'est dur. Et donc c'est ce que faisait Alvarez sur le premier round. Donc Luque n'a pas pu beaucoup commencer ses attaques. Par contre, il avait un bon low kick de Luque qui était plutôt lourd et qui était pas mal. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, il s'est fait tellement contrer en jab que je pense que ça a dû annuler beaucoup de tentatives d'attaque. Sur le deuxième round, donc logiquement premier round pour Alvarez. Sur le deuxième round, bah là on a un énorme round de Alvarez. Pour moi, c'est sûrement un 18. Il y a eu un enchaînement qu'il a fait qui était magnifique. C'était un coup de pied retourné qui touche au niveau de la tempe, en plus talon tempe, donc c'était vraiment pas mal. Et après, il enchaîne avec un genou sauté qui touche la pommette de Luque. Franchement, ça c'était exceptionnel quoi. Parce que vraiment, dites-vous, l'enchaînement détendu de coup de pied retourné, Luque arrive sur lui, coup de pied sauté. Enfin, c'est vraiment dingue. Et c'était. Les deux ont touché, précis, magnifique. Puis après, on a eu Luque qui a tenté de changer de niveau, qui a tenté un takedown, sauf qu'il a tiré vers lui parce qu'il n'a pas réussi à l'emmener au sol. Et du coup, bah, Alvarez a réussi à garder la position devant lui, enfin au-dessus de lui. Et donc là, bah, ça a été une énorme pression d'Alvarez, un gros ground and pound. Globalement, Luque s'est vraiment fait défoncer sur ce deuxième round. C'était vraiment dur. Et du coup, quand ce deuxième round termine, et ben, on avait l'impression que Luque voulait arrêter le combat. En fait, il s'assoit sur la chaise, il regarde le sol. Enfin, je rigole, c'est pas très drôle. Et il regarde son coach, enfin, il regarde même pas son coach. Son coach lui demande s'il veut continuer, il répond pas. Nous, on se demande s'il va continuer ce combat. Finalement, il le continue, sauf que le troisième round, bah, c'est pareil. Ground and pound de Alvarez, grosse pression, tentative de triangle inversé. Il y a même un moment où il se bouge même plus. Enfin, Luque essaie juste de stopper le combat parce que ouais, il en pouvait plus, quoi, le pauvre. C'était vraiment une grosse domination de Alvarez. Alvarez était plus technique, avait plus d'armes, et donc bah, il a logiquement gagné ce combat. Euh, c'était un beau combat de Alvarez, c'était vraiment pas mal. J'ai bien aimé ce combat. Ensuite, on avait le combat de Diniz versus Pinto en heavyweight, donc en poids lourd. On a eu sur le premier round un gros round de Pinto. Alors là, pour le coup, c'est pas des combattants que je connaissais. C'était intéressant de les voir. On a eu un gros round de Pinto. Donc il faut savoir que Pinto c'était un Portugais, Diniz c'était un Brésilien. Je vous précise puisque tout à l'heure on va faire un petit point sur un peu le Brésil quand même, parce qu'il y a des choses à dire. Donc sur le premier round, gros round de Pinto avec un takedown en double leg, puis après un festival de Pinto. Il cherche toute position possible à faire, puis il arrive à trouver un crucifix. Et alors là, vous savez, le crucifix, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est lorsque vous êtes. Donc vous avez la full mount, donc la garde vraiment totale. En fait, les deux jambes sont au-dessus des deux jambes de l'adversaire. Donc là, vous avez votre buste. Vous avez votre bassin qui est au niveau du nombril de l'adversaire, si vous voulez, et vous pouvez chercher en coup de coude, en coup de poing, et vous pouvez contrôler les bras également. Et là, donc en fait, les crucifix, c'est lorsque vous avez votre pubis, donc au niveau du bassin, vraiment quasiment au niveau de la tête de l'adversaire, et là vous êtes en latéral. Et en fait, vous êtes vraiment en latéral, et vous avez les deux jambes qui contrôlent un bras, et vous avez un bras, enfin vous avez l'autre partie du corps qui essaye de bloquer un bras. Comme seulement vous avez un bras qui bloque le bras de l'adversaire, vous avez les deux jambes qui bloquent l'autre bras de l'adversaire, et l'adversaire en fait il est bloqué. Il peut rien faire. C'est-à-dire que les deux jambes bah, sont dans le vide, les deux bras sont bloqués, et la tête elle est soumise au bras restant de l'adversaire qui est au-dessus. Et donc là, généralement, c'est une position où on essaye de travailler des très gros dégâts, notamment des gros coups de coude. C'est ce qu'a essayé de faire Pinto avec des énormes coups de coude. Et ensuite, il a essayé de transitionner en Americana, donc c'est-à-dire une clé d'épaule. Et donc là, bah, Diniz, il finit le round. Vraiment, c'était très compliqué parce qu'il a pris beaucoup de dégâts. Il n'a pas fait grand-chose. En plus, bah, c'est en heavyweight, donc forcément, vous avez un mec qui fait peut-être 115 kilos sur vous, qui vous met des coups de coude. Les gars, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais c'est pas très agréable non plus. Deuxième round, bah, on a un finish en ground and pound. Hein. Globalement, c'est la suite logique des choses.
Pinto arrive encore à trouver un ground and pound vraiment très très méchant. Sauf que là, Diniz, il est fatigué, il n'arrive plus à tenir. Et donc, le combat se finit globalement. Donc, c'était plutôt pas mal. Un combat plutôt intéressant. Un bon sol de Pinto. Bon ground and pound. Pardon. Donc, c'était vraiment plutôt intéressant. Et on finit donc avec le premier combat de la main card. C'était Ramos contre Offley. Donc pareil, je ne connaissais pas ces combattants. Gros retournement de situation sur ce combat, puisqu'au début, on avait Ramos qui tentait de nombreuses clés de genoux et de talons. Donc là, on était vraiment proche d'un finish. On voyait que Offley essayait de se débattre et tout, mais grosse tentative de soumission. Puis inversement de position, à un moment, Offley arrive à se dégager de ses clés de genoux et talons, et il arrive à poser un triangle de corps au sol. Ramos essaye et arrive à se relever, donc il se relève, il se colle un peu à la cage, il y a toujours son adversaire qui est dans son dos en triangle de corps. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, le triangle de corps, c'est lorsque vous avez une jambe qui est à 90 degrés au niveau du buste, du bassin de l'adversaire. Donc en gros, vous avez vraiment une jambe qui est pliée à 90 degrés au niveau du bassin, et vous avez l'autre jambe qui est libre, qui essaye de crocheter. Comme ça, au moment, vous êtes vraiment au niveau, vous êtes accroché en fait à l'adversaire. Cette prise, elle peut se faire bien sûr au sol. Imaginons que vous êtes sur le dos de l'adversaire, donc c'est vous qui êtes dos au sol. L'adversaire est au-dessus de vous, vous essayez de le tenir, et là vous agrippez une jambe au niveau de son bassin, et l'autre jambe essaye de se crocheter, et là vous pouvez le bloquer. C'est notamment une position qui est plutôt pas mal pour essayer de chercher l'étranglement arrière, ou même pour bloquer le jeu. Mais là, dans ce cas-là, c'était l'inverse, puisque du coup, c'était donc Offley qui avait le triangle de corps, Ramos qui était debout. Donc là, on avait un triangle de corps qui était debout. Le mec, il se tenait à Ramos alors qu'il était debout. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Et en fait, il essayait de travailler cet étranglement arrière. Ramos défendait au début, puis il y a eu une petite absence. Il a arrêté de défendre pendant quelques instants. Offley en a profité pour placer son étranglement arrière, et ça s'est fini comme ça. Donc un gros retournement de situation, un combat qui était plutôt intéressant aussi, finish premier round, donc plutôt intéressant. Donc ça, c'était un peu la main card du coup de cette UFC Rio. Quand même chose à parler quand même. On a eu sur les 5 combats de Brésiliens, on a eu 3 défaites de Brésiliens. Sachant que les 2 dernières victoires, c'était le main event et le co-main event. Sinon, les 3 premiers combats, on a Offley qui gagne contre le Brésilien, on a Pinto qui gagne contre le Brésilien, et on a Alvarez qui gagne contre le Brésilien. Donc franchement, c'était quand même très très compliqué. Le niveau du Brésil quand même a chuté, a pris une claque, hein. Là on le voit, hein, parce que même si Figueiredo il a gagné, il n'a pas fait une victoire flamboyante. La seule victoire qui était flamboyante de ce combat, c'était vraiment, enfin de cette carte, c'était vraiment Oliveira, qui a fait un super combat. Mais c'est vrai que ouais, l'UFC, les combattants brésiliens, on n'est plus à ce qu'il y avait à une certaine époque. Parce que là, là comme ça en impro, hein, si j'essaye un peu de me souvenir actuellement là, des meilleurs combattants brésiliens, je vais me souvenir de Oliveira, qui a quand même, là, il a montré qu'il était encore là. On a Pereira, bien sûr, qui a combattu la semaine dernière. Mais sinon, sincèrement, Pantoja, ok, Alexandre Pantoja, brésilien, très très fort, bien sûr, un des meilleurs au monde dans le pound for pound. Vous en avez peut-être sûrement que j'en ai pas là, mais vous voyez, on n'en a pas énormément. Et il y a un bon parallèle à faire entre l'UFC Rio et l'UFC Paris, parce que sur l'UFC Paris, on a eu 5 Brésiliens, sur 5 Français pardon, qui ont combattu, 5 victoires, tandis que sur l'UFC Rio, on a eu 5 Brésiliens qui ont combattu sur la main card, et 3 défaites. C'est quand même plutôt intéressant, sachant que, parce que vous allez me dire, oui, mais bon, peut-être que les Brésiliens ils ont plus d'adversité. En soi, pas vraiment. Sur le main event, on a quand même eu le je crois qu'Oliveira est quatrième contre le sixième, je crois. Mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais bref, on a eu quand même un combat très disputé. Mais j'ai envie de vous dire que Nassourdine Imavov contre Caio Borraio, c'était un Français contre un Brésilien. Caio était sixième, Nassour était premier. Donc limite, c'était encore plus un combat encore plus serré. On a eu une victoire française. Le main event, le co-main, pardon, c'était Benoît Saint-Denis contre Ruffi. Là, c'était le 15e contre un hors classé. Donc ouais, ça serait plutôt comme si on avait fait je crois pas Luque, mais peut-être Diniz contre Pinto par exemple. Enfin bref, sur la globalité quand même, les Français sont un peu mieux débrouillés que le Brésil. D'un autre côté, le Brésil est en place depuis des années, hein, dans le MMA, donc c'est normal qu'il y ait des périodes un peu plus flottantes que d'autres. Mais en tout cas, là, on est clairement sur une période flottante où on a beaucoup de moins de Brésiliens qui sont cotés.
comparé aux Français du coup là qui montent. Et puis de toute façon on avait bien vu sur cette opposition France-Brésil à l'UFC Paris. Donc c'était vraiment très très intéressant. C'était pas la meilleure carte de l'année parce que franchement c'est quand même fait un peu chier, je vais pas vous le cacher. On a eu pas mal de combats chiants. Franchement, l'enchaînement Gamrot, non, pas Gamrot, pardon, Figueiredo, c'était vraiment un combat très très chiant. Après, sinon, le combat Alvarez était sympa. En vrai, il y a eu des combats plutôt sympas, mais c'était pas des combats qui étaient vraiment très très hypants, je vais pas vous le cacher. En tout cas, c'était quand même un bon petit UFC. Je suis content du retour de Charlie le Bronx, bien sûr. Et dans 2 semaines, on a quand même l'UFC. L'UFC à Abu Dhabi avec Cyril Gane qui va combattre face à Thomas Pinal. Franchement, les amis, ça va être quand même un énorme combat. Hâte de voir ça. Franchement, j'espère qu'on aura peut-être la première ceinture en France. Franchement, moi, ça ne m'étonnerait pas, hein. C'est vraiment possible, parce que Cyril Gane, il est pas. Enfin, pour moi, je le vois pas très très en dessous de Thomas Spinal. Les gens disent souvent que Thomas Spinal il a un sol vraiment de zinzin. Moi, je trouve pas. Je trouve pas qu'il a un sol de ouf. C'est juste qu'en heavyweight, les mecs ils sont pas non plus incroyables. C'est du haut niveau, bien sûr, mais par rapport aux autres catégories, je parle. Donc, hâte de voir ça. De toute façon, on en parlera bien sûr en temps voulu. En tout cas, les amis, c'est la fin de cet épisode de Fighter. J'espère qu'il vous a plu. On a fait le tour un peu de l'UFC Rio. On a parlé également de l'annonce de Benoît Saint-Denis face à Benil Dariush et également du combat de Cyril Gane face à Thomas Pinal. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Fighters.